Actuellement, il y a des tentatives de manipulation colossales sur trois gros projets crypto. Ma vision de leur futur sur Terre est particulière. On va voir qu'il faut qu'on fasse très très attention. On va également parler de B2O BA qui a fait quelque chose de grandiose en lien avec sa collection NFT. Et en parlant d'NFT, on va voir qu'il y a une collection qui est en train de faire un coup d'état actuellement. Elle est en passe de détrôner les bases. Donc si tu es dans la crypto, il faut absolument que tu vois ce qui est en train de se passer. Et si tu veux créer ta collection NFT, franchement, je t'invite à t'inspirer de leur stratégie marketing parce que c'est le feu. On va voir tout ça ensemble, nouvelle semaine, nouvelle levée de fonds, nouveau hack aussi, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. On va commencer avec deux grosses nouvelles qui devraient arriver en septembre. La première concerne Ethereum, The Merge, ça arrive normalement je crois entre le 12 et le 20, vers le 15. Tu as également Cardano qui a une grosse mise à jour sur sa blockchain. Je voulais également te parler de CoinMarketCap. Tu sais que parfois ils ont des opérations qui te permettent de gagner des cryptos gratuites. Là, ils en ont une qui concerne plusieurs projets assez intéressants. Je t'invite à faire un tour. Et si tu veux avoir de l'aide ou les réponses aux questions, tu les retrouveras dans le CryptoKit. Ce sont des projets qui sont très très intéressants, donc franchement, prends le temps de les dior au moins, tu vois. On va revenir vite fait sur la polémique autour de Vitalik. Il y a eu une photo qui a tourné cette semaine. Bon, je vais pas te la partager, mais c'est facile à retrouver. Et tu as pu voir que le crypto Twitter était très investi et très inspiré pour partager des mèmes autour de cette photo. À ce qui paraît, ça aurait même fait pumper le cours de l'Ether assez particulier. Sinon, concernant Vitalik, là, il va sortir un livre sur le Proof of Stake, un livre que tu pourras également avoir en version NFT. Donc, c'est assez intéressant. En plus, on sait que qu'Ethereum va passer du Proof of Work au Proof of Stake. Donc, peut-être qu'il veut détailler ses propos et son avis autour du Proof of Stake. Donc, intéressant. Parlons maintenant du projet Cryptocom. 10 millions de dollars, c'est la somme que Cryptocom a envoyée par erreur à une personne qui demandait un remboursement de 100 dollars. Déjà, la première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place? Est-ce qu'on aurait prévenu Cryptocom ou est-ce qu'on aurait utilisé l'argent pour faire notre vie avec? En tout cas, la personne qui a reçu les 10 000 dollars, les 10 millions de dollars, pardon, au lieu de prévenir Cryptocom, elle en a profité pour faire du shopping et s'acheter une maison à 1,35 million de dollars au calme. C'est pour ça que Cryptocom a décidé de porter plainte contre elle. On va voir ce que ça va donner. Concernant Cryptocom, il y a également une autre nouvelle qui n'est pas très positive. En fait, ils ont décidé d'abandonner leur partenariat de 495 millions de dollars qu'ils avaient fait avec la Ligue des champions de football. Bon, à Skip, l'annulation n'est pas reliée à la baisse du marché. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était dans le bull run, Cryptocom, ils faisaient que d'investir dans le marketing. Ils étaient à fond. Par exemple, ils avaient acheté les droits pour renommer l'arène Staples Center à Los Angeles pour 700 millions de dollars. Et là, c'est le bear market. Ils annulent des partenariats. Ils licencient des gens. À voir ce que ça va donner. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet Cryptocom. Perso, je suis pas emballée. Même le CRO, je suis pas forcément emballée, mais bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Peut-être que je rate une opportunité de ouf. Parlons d'une autre histoire où il y a de l'argent qui a été perdu à jamais. Attention, tu pourrais perdre 600 000 dollars à cause d'une toute petite erreur de frappe sur ton clavier. C'est ce qui est arrivé au projet Optify. En fait, dans la mise à jour du protocole, il y a un développeur qui s'est trompé de commande et qui a malencontreusement bloqué 600 000 dollars sur le protocole Optify de manière irrévocable. Donc les fonds sont malheureusement irrécupérables. Optify a déclaré qu'il allait restituer les dépôts aux utilisateurs. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a 95% des fonds qui appartenaient aux membres de l'équipe. Donc, en gros, Optify n'aura qu'à rembourser 33 000 dollars. Mais ça fait quand même mal, tu vois, de perdre plus de 500 000 dollars sur une toute petite erreur de frappe. La blockchain ne pardonne pas. Maintenant, parlons d'un hack qui s'est produit sur la plateforme Kyber Network. Il y a un hacker qui a volé 265 000 dollars. Alors, le hack n'est pas relié au smart contract, mais au front-end. En gros, le hacker a mis un code malveillant dans le Google Tag Manager du projet qui faisait que quand les gens acceptaient une transaction, ils acceptaient également une mauvaise approbation qui permettait au hacker de transférer les fonds
de l'utilisateur à son adresse personnelle. Le hacker ciblait uniquement les whales. La bonne nouvelle, c'est que tu as la team sécurité Binance qui est arrivée à la rescousse et qui a réussi à identifier les suspects. Maintenant, parlons du Web3. Il y a un gros coup dur concernant le Web3. Est-ce que ça marque la fin du Web3? Je ne sais pas. En tout cas, tu as Snapchat qui a décidé d'arrêter sa division Web3 et de licencier toute la team qui travaillait sur un projet Web3 relié à Snapchat. C'est également des conditions très difficiles pour Snapchat. Je pense juste qu'ils font une pause pour revenir d'ici quelques mois, quelques années, parce que à titre perso, le Web3, c'est là et on va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres entreprises Web2 qui, au contraire, accélèrent dans leur entrée vers le Web3. Mais bon, j'ai envie de dire Snapchat, on se retrouvera un jour ou l'autre dans le Web3 parce qu'on sait que c'est de l'avenir, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on va parler d'Avalanche. Il y a eu un pacte secret entre Avalanche et un avocat d'affaires. En tout cas, c'est une info qui a été partagée par CZ sur Twitter. Bon, il a depuis supprimé son tweet, mais en gros, Avalanche, en 2019, aurait conclu un pacte secret avec un avocat d'affaires, Kyle Roche, et cet avocat aurait reçu une très très grosse quantité d'Avax. Dans le cadre de cet accord, Kyle avait plusieurs missions. Il devait poursuivre les concurrents d'Avalabs, donc Avalabs, c'est la société derrière Avalanche, dans le but d'avoir accès à des informations confidentielles sur les projets concurrents. Il devait également tout faire pour attirer l'attention des régulateurs sur ses concurrents. Donc, en gros, il devait faire du sale pour faire tomber ses concurrents, arrêter des carrières pour qu'Avalabs puisse s'imposer comme numéro 1 du game. Bon, depuis, Kyle et le fondateur ont partagé des démentis. Je t'avoue que je trouvais également l'article de CryptoLeaks assez spécial. On voyait des extraits de quelques secondes et c'est facile, tu vois, de prendre les paroles de quelqu'un hors de son contexte et de leur donner un contexte totalement différent. Je ne sais pas comment voir cette histoire d'un côté. Je me dis, est-ce que ce serait pas aussi une manipulation dans le but de faire baisser le cours de la VAX pour que les whales puissent en prendre au vu d'un pump à venir? Je ne sais pas, parce que cette nouvelle, elle a fait baisser le cours de la VAX, ce qui est normal parce qu'il y a eu beaucoup de FUD. Mais voilà, je pense que c'est plus en fait qu'autre chose. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, surtout si tu es team AVAX. On va parler d'un stablecoin, le DAI. Il y a quelques semaines, le fondateur avait partagé quelques craintes concernant la stabilité du DAI. En gros, il avait partagé que le DAI pourrait potentiellement dépeg et perdre sa valeur à 1 dollar. C'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes derrière le DAI. Donc le DAI, c'est censé être un stablecoin décentralisé qui est backé par plusieurs cryptos, par plusieurs assets en réserve. Mais le truc, c'est que quand on voit les détails des cryptos qui backent le stablecoin, on voit qu'il y a 50% d'USDC, l'USDC qui est un stablecoin centralisé. Donc là aussi, on a un peu une décentralisation remixée. Et on sait que dernièrement, l'USDC avait quelques problèmes dans le sens où il avait décidé de bloquer les adresses qui avaient interagi avec Tornado Cash. Tu as également un tweet qui partage les potentiels problèmes du DAI. Donc voilà, stablecoin assez risqué. À voir s'il vaut le coup ou pas. Je t'en reparle parce que c'est important. Tu vois, quand on voit comment on s'est fait avoir avec l'UST, il faudrait éviter qu'on se fasse avoir avec d'autres stablecoins qui sont censés être stables. On va parler d'une autre crypto-monnaie qui a fait parler d'elle, c'est le Luna. Alors là, elle a pumpé de ouf, mais attention, ça pourrait être un piège. En fait, la fondation Luna, elle a décidé d'introduire un mécanisme de burn dans le but de faire revivre le Luna. Donc là, on parle de l'ancien Luna, Luna C, Luna classique. En gros, il y aurait 1,2% de Luna qui serait brûlé à chaque transaction. Le concept derrière ça, c'est que si on part du principe que la demande pour le Luna reste la même et ou augmente, brûler des tokens permettrait de réduire la quantité disponible, augmenter sa rareté et donc augmenter sa valeur. Et même si c'est ce qui pourrait se passer sur le court terme, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu, il y a eu un pump de ouf, je pense pas que ça va permettre de faire revivre le Luna. Je sais pas si tu as vu, mais il y a plusieurs personnes ou articles qui disaient est-ce que le Luna pourrait atteindre est-ce que le Luna pourrait atteindre 1 dollar? Personnellement, je ne pense pas que ça va arriver. J'ai plus l'impression qu'il y a une grosse opération marketing pour attirer les investisseurs naïfs ou qui
qui sont dans le déni, qui pensent que le Luna pourrait revivre un jour, renaître de ses cendres et faire profiter les traders court terme qui trade le Luna. Après, tu vois, quand je te dis ça, je le dis un peu à contre-cœur parce que moi, j'ai un peu le Luna C. Et franchement, si demain le Luna, il est à 2, voire 3, voire même 1000 dollars, je serais contente. Mais après, voilà, faut pas se voiler la face. Au-delà de ça, les fondamentaux ne sont plus ce qui c'était. La blockchain n'est plus aussi sexy qu'avant. Les développeurs n'ont plus aussi envie de développer sur le Luna qu'avant. Donc, à titre perso, je ne pense pas que le Luna va revivre de ses cendres au point de redevenir une crypto parmi les plus grandes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va parler d'un autre projet qui pourrait potentiellement pumper encore plus haut. C'est le projet AAVE, donc c'est un protocole de prêt et d'emprunt. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de te faire une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à t'abonner parce que je pense que je vais bientôt la sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décroché une licence d'établissement de monnaie électronique en Europe. Donc, il pourrait potentiellement créer une carte bancaire DeFi à voir. En tout cas, je trouve que AVE, c'est un projet qui se développe super bien. Ils vont même bientôt lancer leur stablecoin, le GHO, je t'en avais parlé. N'hésite pas à me dire si tu es team AVE, si tu utilises ce protocole. Maintenant, on va parler d'Unstoppable Domain qui a aussi annoncé une autre nouvelle assez intéressante. On voit que qu'Unstoppable Domain, UD, Team UD, ils sont en train de charbonner. Là, ils ont annoncé une intégration avec Skiff. Donc, Skiff, c'est un service de messagerie axé sur la confidentialité conçu pour les portefeuilles crypto. Donc, en gros, les utilisateurs Web3 pourraient s'envoyer des mails grâce à Skiff. Et Skiff fonctionne déjà sur des portefeuilles sur Solana, Ethereum, donc assez positif. Le seul truc, c'est que pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut qu'on soit dans un environnement où on a des gens qui utilisent le Web3 parce que si tu es le seul ou la seule dans ton entourage à être dans ce délire-là, ben malheureusement, tu vas pas t'envoyer des mails à toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, parlons maintenant d'une blockchain qui a levé des fonds, une blockchain prometteuse, c'est la blockchain Sei qui a levé 5 millions de dollars. C'est une blockchain de Layer 1 spécialisée pour la DeFi qui se développe sur Cosmos. Nouvelle assez intéressante d'ailleurs, l'écosystème Cosmos, je trouve que c'est un écosystème très intéressant. En plus, parfois en stackant quelques cryptos, tu peux recevoir des airdrops et en période de bear market, c'est assez cool de recevoir de l'argent magique, tu vois. J'avais fait une vidéo sur Cosmos, si ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. En plus, il y avait il y a quelques mois DYDX qui est construit sur Ethereum qui a décidé de migrer sur Cosmos. Donc, je pense que Cosmos a un bel avenir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, reparlons de Meta, Facebook, l'entreprise Web2 qui est à fond dans le Web3. Ils avaient parlé depuis longtemps qu'ils souhaitaient intégrer les NFT à Facebook et Instagram. C'est chose faite. Désormais, tu pourras connecter ton wallet à ton compte Facebook ou Instagram pour flex et partager ton NFT. Bon, actuellement, la fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis, mais elle devrait arriver en Europe d'ici quelques mois où on va voir comment le projet se développe. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je trouve que c'est une nouvelle très intéressante parce que même si tu vois, on voit des projets 100% Web3 qui ont de très bonnes fonctionnalités, si on veut l'adoption massive, il faut que des projets Web2 intègrent des fonctionnalités Web3 parce que quelqu'un qui n'a aucune connaissance des cryptos et du Web3, il va pas de son plein gré se dire ah ben tiens si j'utilisais Unstoppable Domain par exemple. Alors que s'il arrive à être introduit au Web3 par une application qu'il utilise, il pourrait se dire ah mais le Web3 c'est cool en fait, je vais essayer de creuser. Donc c'est pour ça que même si j'espère que les GAFAM ne vont pas être les leaders du Web3, on a besoin d'elles pour l'adoption massive. Parlons maintenant d'une grosse marque de luxe française qui a décidé de devenir Web3 friendly, c'est Hermès. Hermès, ils ont des plans pour le métaverse et les NFT, donc c'est très intéressant, c'est très bullish, surtout pour l'écosystème du luxe. On va voir ce qu'ils vont faire, on suit ça de très très près. Maintenant, reparlons de B2OBA. Il a fait quelque chose de très intéressant qui concerne sa collection NFT qu'il avait sorti il y a un an ou il y a quelques mois, je sais plus. Mais en gros, pour son concert, il a proposé, tu pouvais regarder son concert en streaming. Et le truc, c'est que les détenteurs d'un NFT Booba pouvaient regarder le concert en streaming gratuitement. C'est-à-dire que là, on voit que les personnes qui ont acheté un NFT il y a un an, qui sont les super fans, jusqu'à ce jour, ils reçoivent des avantages exclusifs que les gens n'ont pas. Et si jamais tu veux créer une collection NFT, il faut vraiment que tu puisses t'inspirer de ça. Parce qu'il faut savoir que tu as les fans, les gens qui s'intéressent à ton projet, et tu as les super fans, qu'on pourrait également appeler le sang de la veine, ceux qui ont décidé d'acheter et d'investir dans ton NFT. Et même si ta collection NFT n'a pas fait sold out ou ta collection NFT ne t'a pas rapporté les retours
escompté, autanté, il faut que tu continues de build parce que ça marchera sûrement à T plus 1 ou 2 ou 3, enfin, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pour la collection qui est en train de détrôner les bases. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais voilà, tout ça pour te dire que quand tu as ta collection NFT, tu n'as pas les résultats escomptés, tu continues de build et à chaque fois que tu sors des nouvelles choses, des nouvelles opérations, tu essayes vraiment de mettre bien les premières personnes qui ont cru en toi. Et maintenant, on va parler de FIFA. FIFA qui va lancer sa plateforme NFT sur Algorand à l'approche de la Coupe du Monde. Ça, c'est cool parce que la Coupe du Monde, c'est un événement qui est suivi mondialement. Donc, ça permettra aussi de démocratiser encore plus les NFT. En plus, là, ils vont présenter des moments football mémorables. Donc, j'espère que le projet va marcher. N'hésite pas à me dire si tu es bullish ou pas sur cette marketplace. Parlons maintenant d'A16Z. A16Z, ils investissent énormément dans tout ce qui est relié au NFT et ils ont même décidé de créer une licence NFT pour normaliser les droits des collectionneurs. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a vu qu'il y a des collections NFT qui ont du jour au lendemain décidé de changer les droits d'utilisation de leur NFT. Ce sont parfois des nouvelles qui déplaisent aux communautés. Et là, leur objectif, justement, c'est de clarifier les droits d'un créateur, d'un acheteur ou d'un vendeur sur l'utilisation qu'ils peuvent faire de leur NFT. Le but, c'est d'avoir une licence qui soit claire et compréhensible, largement applicable avec 6 options en fonction des désirs de chacun, irrévocable par les créateurs, toutefois adaptable dans le sens où on peut voir des modifications au cours du temps sur ces licences et il faut également que tout soit transparent pour que ce soit carré. Donc c'est assez intéressant, on va voir comment ça va se développer. Parlons maintenant de la collection YOOT. Cette collection pourrait remplacer les Base, c'est très sérieux. Le pire, c'est qu'elle n'est même pas sur Ethereum, elle est sur Solana. Cette semaine, tu as un NFT de God qui s'est vendu pour 220 000 $. C'est une des plus grosses ventes, c'est une des ventes les plus chères de l'écosystème NFT Solana. Donc, de God, c'est une collection NFT PFP Profile Picture qui est composée de 10 000 avatars qui a été lancée sur Solana en 2021. Déjà, tu vois que cette collection, elle a été lancée en 2021 et c'est que maintenant, entre guillemets, qu'il y a des records de vente parce que le fondateur est très inspirant. Il est là, il build, il construit, il fait des trucs, ça marche pas, il continue. Et au-delà de ça, dès le début de la collection, tu avais un concept qui mettait en avant la communauté. On voit que la communauté était au centre parce que chaque DeGod NFT, chaque personne qui détenait un DeGod NFT, elle recevait 15 Dust par jour. Donc le Dust, c'est la crypto-monnaie du projet et avec les Dust, les détenteurs pouvaient avoir accès à des whitelists où ils avaient d'autres avantages exclusifs. Sur le concept, c'est très intéressant, tu vois. Donc si tu crées une collection NFT, tu peux créer une crypto qui pourrait permettre d'apporter davantage des avantages exclusifs à ta communauté. Et au-delà de ça, DeGod a voulu étendre son écosystème. Donc, ils ont également créé la collection YOOTS. C'est une collection NFT PFP de 15 000 avatars qui sont inspirés de Yeti. À Skip, tu as même Gary Vee qui a postulé pour être whitelisté. Au début, YOOTS NFT s'appelait Dupies, après ils se sont rebrandés pour YOOTS, mais l'un des points forts du projet, c'est leur YOOT list, donc whitelist ou scholarship, donc en gros leur système de whitelist. Pour avoir une scholarship, les utilisateurs devaient connecter leur compte Twitter à la plateforme, répondre à des questions. Et si jamais ils étaient acceptés, c'était une nouvelle qui était repartagée sur Twitter. Ce système-là, déjà, ça permettait d'éviter les robots et ça crée aussi un système d'exclusivité parce que n'est pas whitelisté qui veut et il y a un process avant d'être whitelisté. Et au-delà de ça, ça crée également du FOMO parce que sur Twitter, tu voyais des gens qui disaient oui, j'ai été whitelisté et plus tu voyais des gens qui étaient whitelistés, plus les gens avaient envie aussi de répondre aux questions pour être whitelistés. Donc, c'est un très, très bon marketing. Et au-delà de ça, dans leur marketing, on voit, au-delà de ça, dans leur projet, on voit qu'ils ont vraiment voulu mettre la communauté au centre et apporter une valeur ajoutée non négligeable à la communauté. Parce que dans leur projet, ils ont un système de marketplace où les membres pourront créer et vendre des attributs et percevoir des royalties sur les
ventes qui seront faites après. Donc, collection NFT centrée sur la communauté avec un système qui permet à ses membres de s'enrichir. C'est un peu les ingrédients parfaits pour une collection NFT à succès. Bon, moi, le pire, c'est qu'à un moment, ils étaient même victimes de leur succès parce que tu avais Twitter qui avait bloqué leur compte. Ça aussi, c'est un des travers de la centralisation. Heureusement, ils ont réussi à retrouver l'accès à leur compte et là, ils sont en train de se développer et pour développer et créer leur empire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de leur collection. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager les news qui t'ont le plus marqué. Si tu es encore là et que ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce j'aime, un commentaire et puis rejoindre la lettre alpha pour du contenu encore plus exclusif. Et sinon, je te dis à très, 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 très vite.